Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la MSH Dijon de nous accueillir aujourd'hui. Nous, on est très heureuse de participer à cette semaine Data SHS cette année. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme tu viens de le dire, Marie, c'est qu'on va vous parler de gestion et d'ouverture des données de recherche. Et surtout, on va essayer de vous donner quelques bonnes pratiques. Donc, on s'est dit que ce serait bien pour commencer d'abord peut-être nous présenter, puisque sans doute vous ne nous connaissez pas forcément tous et toutes. Donc nous trois, avec mes collègues Rachel et Maëlys, on fait partie de l'atelier de la donnée Data UBFC. Donc Data UBFC, en fait, c'est un service d'accompagnement à la gestion et à la valorisation des données de la recherche. Et nous, on s'adresse en fait aux chercheurs et aux chercheuses de la communauté UBFC. Donc nous trois, on est documentalistes, mais on n'est pas tout seul dans l'équipe. Il y a aussi une autre documentaliste qui s'appelle Hélène. Ensuite, il y a aussi des informaticiens et des informaticiennes dans notre équipe. Il y a également un chargé d'animation. Et enfin, la dernière personne de l'équipe s'appelle Sylvie Damy. Et elle, en fait, elle est maîtresse de conférence à l'UFC. C'est la personne, en fait, qui avait porté le projet qui s'appelait à l'origine Data OSU, qui est ensuite devenu Data UBFC. En fait, le périmètre à ce moment-là a été élargi à tout UBFC, alors qu'avant, c'était un projet qui était plus spécifiquement concentré sur une structure de recherche de l'UFC, donc qui s'appelle l'OSU-TETA. Ensuite, on s'est dit qu'on allait... Oui, oui, merci. Ensuite, on vous a fait une petite slide plan pour que vous sachiez un petit peu de quoi on va vous parler aujourd'hui. Donc d'abord, en guise d'introduction, on va revenir assez rapidement sur les origines de la science ouverte. Ensuite, on pensait vous donner quelques éléments de contexte et de définition. Puis, on pensait évoquer les enjeux de la gestion et de l'ouverture des données de la recherche. Donc d'abord, on était parti sur des enjeux assez généraux. Et ensuite, on pensait s'attarder sur des enjeux plutôt spécifiques au SHS. Après, donc, on va vous parler des principes FAIR et on en profitera pour vous donner quelques bonnes pratiques pour respecter ces principes FAIR. Et enfin, on vous présentera rapidement les différents acteurs et actrices de l'ouverture des données de la recherche, et plus particulièrement l'écosystème recherche DataGouv, puisqu'on fait partie de cet écosystème à Data UBFC, puisqu'on est un atelier de la donnée. Voilà, je vais vous laisser avec ma collègue Maëlys, qui va vous présenter un peu plus précisément, qui va vous introduire à la notion de données de la recherche et de sciences ouvertes. Alors, nous le verrons plus en détail avec ma collègue Rachel tout à l'heure. La science ouverte est un mouvement qui a pris de l'ampleur avec les mutations numériques et de communication scientifique. Le mouvement donc, peut paraître moderne pour certains. Est-ce que vous m'entendez? Alors, le mouvement peut paraître moderne pour certains, mais il faut savoir qu'il puise ses valeurs dans des textes bien plus anciens. Donc, par exemple, on peut citer le sociologue Robert Merton, qui a beaucoup travaillé sur les liens entre science et société. Donc, en 1942, Robert Merton écrivait la structure normative des sciences, et il décrit dans ce texte en fait la science comme une structure sociale. Et selon lui, la science reposerait sur un certain nombre de normes et de valeurs qui seraient partagées par les chercheurs au sein de la communauté scientifique. Donc, Merton appelle cet ensemble de normes et de valeurs les ethos de la science. Et ces ethos, selon lui, façonneraient donc la conscience scientifique et seraient au nombre de 4. Donc, l'universalisme, le communalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement à deux ethos définis par Merton qui résonnent particulièrement avec la science ouverte. Donc pour chaque ethos, je vais évoquer la pensée initiale de Merton et je vais faire un peu des parallèles avec les initiatives actuelles dans lesquelles la pensée de Merton se retranscrit. Donc nous pouvons citer comme premier principe l'universalisme. Donc selon Merton, en fait, toute acceptation ou rejet d'un projet scientifique devrait se faire indépendamment des attributs sociaux d'un scientifique. Donc son ethnicité, sa nationalité, sa religion, son expérience professionnelle ne devrait pas venir influencer cette décision. Et ces mots donc, prononcés par Merton font penser à plusieurs initiatives de sciences ouvertes. Donc nous pouvons, ou de nouvelles initiatives dans le monde de la recherche. Donc comme première initiative, nous pouvons citer l'évaluation par les pairs, donc en double aveugle. Donc lors de ce type d'évaluation, l'évaluateur n'a pas connaissance de qui est l'auteur de l'article et vice-versa.
donc pendant tout le long du processus d'évaluation, ce qui permet d'éviter toute forme de discrimination. Nous pouvons également citer, donc, comme une autre initiative plus directement en lien avec la science ouverte, une recommandation de l'UNESCO qui vise à promouvoir la coopération internationale dans le contexte de la science ouverte, dans le but de réduire les fractures numériques, technologiques en matière de connaissances. Une recommandation qui s'articule avec un des objectifs du deuxième plan national de la science ouverte qui vise à renforcer le multilinguisme pour favoriser donc, la diversité des publications scientifiques. Mis à part ça, du coup, le deuxième principe énoncé par Merton qui fait appel à la science ouverte, c'est celui du communalisme. Donc, selon Merton, les connaissances sont des biens publics qui doivent être partagés entre pairs et il faut éviter de s'approprier donc ces biens pour son propre intérêt personnel. Donc, ce principe rappelle indéniablement donc, les décisions de partage ou d'ouverture des données, comme par hasard à travers des décisions comme les lois, telles que la loi pour une république numérique dont on parlait tout à l'heure, mais également à travers les choix de certains chercheurs qui décident donc, de déposer leurs données dans des entrepôts, de les décrire sur des portails de référencement de données. Donc après vous avoir présenté ces principes précepteurs de la science ouverte, je vais laisser donc ma collègue Rachel plus vous recontextualiser le mouvement actuel. Oui, merci Maïlis. Donc, après cette introduction, moi je vais m'attarder un peu plus au contexte dans lequel s'inscrivent la science ouverte et l'ouverture des données. Donc, vous voyez sur la slide différentes représentations schématiques assez simples qui montrent que l'open science se trouve donc au confluent des notions d'open data, d'open access et d'open source. Et aussi, on voit que l'open data fait partie de tout un écosystème science ouverte. Donc la science ouverte, c'est un mouvement de fond qui à la base vient de la communauté scientifique, effectivement, mais c'est aussi maintenant une volonté politique et citoyenne d'ouvrir l'accès à la connaissance et à tout type de contenu et d'information, quelle qu'elle soit, de promouvoir la transparence et la démocratie, de promouvoir les progrès de la science, la progression du savoir. On a bien vu pendant l'épidémie de Covid l'intérêt d'ouvrir largement l'accès aux données et au savoir, et aussi de promouvoir l'efficacité des investissements publics. Donc là, sur la diapositive, on vous a mis à gauche l'introduction du plan national sciences ouvertes numéro 2 qui est sorti en juillet dernier. Et dans cette introduction, il y a une définition complète et qu'on trouve assez belle de la science ouverte. Ça reprend un petit peu tous les enjeux liés à la science ouverte. Donc, je vous laisse lire la définition, mais vous allez y trouver le principe d'ouverture, bien sûr, que je viens d'évoquer, les notions d'écosystème et de transparence, l'idée de reproductibilité de la recherche aussi. Ça, c'est vraiment une idée directrice quand on parle d'ouverture des données de la recherche. Donc, bien sûr, l'efficacité des investissements publics et donc le ruissellement induit par la science ouverte. Et enfin, la question de l'intégrité scientifique qui va de pair avec la confiance des citoyens dans la science. Et malheureusement, on sait qu'en ce moment, la confiance des citoyens dans la science n'est pas tout à fait au top. Alors, en ce qui concerne plus précisément l'open data, l'ouverture des données, cette ouverture ne se fait pas sans discernement. On sait qu'il y a des cas pour lesquels on ne peut pas ouvrir les données au plus grand nombre. Ça a été bien évoqué par la collègue de Projet d'eau juste avant. Donc, ça peut être le cas des données personnelles, par exemple. Ça peut être aussi le cas de données qui concernent des espèces protégées ou des données qui peuvent donner lieu à des innovations technologiques, à des brevets. Donc pour toutes ces raisons, il y a un cadre bien défini qui existe pour l'ouverture des données et qui prévoit dans quel cas on ouvre et dans quel cas on restreint l'ouverture. Mais vous pouvez déjà retenir deux formules phares, on va dire. C'est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la loi de 2016, dite loi pour une république numérique. Et l'autre formule à retenir, c'est public money, public data. Quand la recherche est financée à au moins 50% par de l'argent public, les données doivent être ouvertes. Et donc là, il ne s'agit pas d'incitation, il s'agit de la loi. Vous étiez sympa quand vous disiez les chercheurs sont incités à ouvrir leurs données. En fait, c'est la loi. Si les recherches sont financées par de l'argent public, les données doivent être ouvertes, aussi ouvertes que possible, aussi fermées que nécessaire. Donc on va voir ça parce qu'effectivement, vous l'avez dit aussi, les financeurs de la recherche publique, ils ont des exigences par rapport à la science ouverte.
Donc on va parler un petit peu plus précisément maintenant données de la recherche et on va essayer de définir ces données de la recherche. Alors il existe pléthore de définitions, nous on vous en a mis deux. La première c'est celle de l'OCDE, c'est vraiment la définition qui est la plus communément admise, que vous allez retrouver partout et qui existe déjà depuis plusieurs années. Cette définition, elle dit que les données de la recherche sont des enregistrements factuels utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et généralement reconnus par la communauté comme nécessaires à la validation d'une recherche. Donc les données de la recherche, elles ne sont pas forcément numériques. Cette définition, elle a été remise à jour en 2021 avec un ajout notamment sur le fait que les données issues de la recherche financée pour tout ou partie par de l'argent public doivent être ouvertes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et le deuxième ajout, c'est l'intégration à cette définition, à cette idée d'ouverture, les objets numériques pertinents. Donc, ce n'est pas des données de la recherche, mais c'est pertinent de les ouvrir également. Il s'agit des métadonnées, donc tout ce qui est documentation des données, les algorithmes, les flux de travail, les modèles, les logiciels, les codes sources, etc. Donc voilà pour cette définition de l'OCDE. On vous a mis également celle de l'UNESCO qui est encore plus large et qui est très belle aussi. Je ne vais pas la détailler, mais je vais juste vous dire qu'elle introduit l'idée de la nécessité d'adopter des bonnes pratiques de gestion des données et de respecter les principes FAIR. Donc justement, ça tombe bien puisque c'est l'objet de notre intervention aujourd'hui. Donc on vous détaillera tout ça un peu plus tard. Alors effectivement, on ne peut pas parler ouverture des données sans évoquer les principes FAIR, qui sont vraiment en quelque sorte des lignes directrices quand on parle gestion et ouverture des données de la recherche. Ces principes FAIR, ils existent depuis 2014, mais ils ont été diffusés très largement via un article dans Nature en 2016. Je crois que cet article il a été cité plus de 3000 fois, mais je ne suis pas sûre du chiffre, mais enfin c'est très important. Alors FAIR, c'est un acronyme, vous l'avez compris, un petit jeu de mots, et il dit que les données de recherche doivent être faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. C'est vraiment le mantra. Alors, à noter qu'il existe une déclinaison des principes FAIR pour les logiciels et les codes sources de la recherche qui vient tout juste de sortir là en octobre 2022. Et donc, on l'a déjà dit, mais si vous vous intéressez un petit peu aux recommandations en termes de sciences ouvertes, et notamment aux recommandations des financeurs de la recherche publique, eh bien, vous verrez qu'ils demandent une gestion des données de recherche responsable et conforme aux principes FAIR. Et donc, voilà ce que je vous disais dans la troisième partie de notre présentation. On va vraiment détailler ces principes et vous donner des petits conseils pour les appliquer. Alors maintenant qu'on a un petit peu défini les choses, on vous propose de jeter un œil à cette frise, alors qu'elle n'est pas du tout une frise exhaustive sur l'histoire de l'open data, parce que les choses commencent bien avant 2016. Mais l'idée de cette frise, c'était de vous montrer que les choses s'accélèrent très sérieusement depuis 1 ou 2 ans. Donc voilà, on l'a fait commencer à 2016 parce que c'est la date de la loi pour une république numérique, mais voilà, je vais vous parler plutôt de choses très récentes, notamment le deuxième plan national sciences ouvertes qui vient cette fois vraiment structurer la démarche pour l'enseignement supérieur et la recherche et qui va aussi lancer un grand projet national qui s'appelle Recherche DataGouv et dont on vous parlera à la fin de la présentation. En fait, en bas de la frise, vous voyez des initiatives concrètes et au-dessus, vous voyez des plans, des directives, des institutions ou des États. Il y a aussi en ce moment pas mal de réflexions et d'évolutions sur la question de l'évaluation de la recherche et des chercheurs et des chercheuses. Et il est maintenant vraiment question de mettre en cohérence l'évaluation de la recherche et les principes de la science ouverte. Donc en gros, c'est l'idée d'aller sur des critères plus qualitatifs et moins quantitatifs. Il y a déjà de nouveaux critères qui ont fait leur apparition dans le HCRS, déjà depuis l'année dernière. Et je vous dis juste qu'il y a le très récent appel de Paris sur l'évaluation de la recherche, qui a donné lieu à une nouvelle coalition qui s'appelle Coalition for Advancing Research Assessment. Donc toujours pareil, pour réfléchir à une meilleure prise en compte des critères sciences ouvertes dans l'évaluation des chercheurs. Et par exemple, l'Université de Franche-Comté a souscrit à cette coalition. C'est pour ça que je vous en dis 2 mots. Et je vais maintenant redonner la parole à Maïlis, qui va nous parler un peu des enjeux autour de l'ouverture des données. Oui, alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, les données ont un peu été délaissées au détriment des publications, parce que c'est vrai que la reconnaissance et l'évaluation de la recherche, c'est pendant longtemps basé sur les publications scientifiques.
Et c'est vrai qu'on constate que c'est en train de changer et que les choses sont en train d'évoluer. Donc, nous allons vous présenter en fait l'intérêt d'ouvrir vos données et quels enjeux cela peut engendrer. Donc, premièrement, il est important de mentionner l'impact assez évident qu'engendre l'ouverture des données sur la visibilité des travaux de recherche. Donc, il y a eu une demi-douzaine d'études qui ont permis de démontrer le lien entre l'ouverture des données et la visibilité des publications. On peut notamment citer l'étude menée par l'Institut Alan Turing en Grande-Bretagne, The Citation Advantage of Linking Publication to Research Data. Elle démontre que les publications incluant un lien vers un entrepôt de données auraient un taux de citation supérieur à 25%. Deuxièmement, l'ouverture permet une meilleure qualité, mais également une meilleure évaluation de la recherche. L'ouverture des données nécessite, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, l'adoption de bonnes pratiques en amont. En effet, elles doivent être décrites et documentées pour faciliter leur réutilisation. Des meilleures méthodologies de recherche sont alors adoptées et il y a une montée en compétences sur la gestion des données. Nous l'avons vu précédemment, la mise à disposition des données documentées facilite aussi la reproductibilité et par conséquent facilite le processus d'évaluation par les pairs. Et par ailleurs, la planification de la gestion des données à travers la rédaction d'un plan de gestion de données permet de réfléchir aussi aux questions de conservation ou non d'ailleurs des données, donc faire le tri, savoir quelles données nécessitent d'être conservées ou archivées. Et la question d'ouverture et le partage des données soulève aussi un autre enjeu important dont Rachel a parlé tout à l'heure, l'éthique et l'intégrité scientifique. Le partage et la diffusion des données garantissent la transparence, qui sont un témoignage de l'intégrité scientifique du chercheur. Et cette ouverture permet de lutter contre le plagiat, la falsification des données ou la fabrication aussi des données, qui font partie des manquements les plus graves à l'intégrité scientifique. Et l'ouverture aussi permet de constater l'efficacité des investissements publics. Donc, c'est une forme de retour sur un investissement qui permet de renforcer aussi les liens entre sphère scientifique et sphère publique et citoyenne, comme ce qui n'est pas plus mal. Et le dernier enjeu important vis-à-vis des chercheurs, c'est le respect des exigences des financeurs. Donc, depuis quelques années, c'est vrai que les agences de financement telles que l'ANR ou Sciences Europe ont des obligations, par exemple la rédaction de plans de gestion de données pour tout projet qu'elles financent. Et plus récemment aussi, en décembre 2021, il y a eu un décret qui est sorti relatif aux exigences sur l'intégrité scientifique, et il demande à ce que tous les établissements publics de la recherche veillent à la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données. Et maintenant, nous allons voir les enjeux un peu plus spécifiques aux SHS avec Léna. Oui, merci Maëlys, c'est ça. En fait, on s'est dit que c'était bien de d'abord présenter les enjeux plus généraux dans le sens où ils peuvent plus ou moins s'appliquer à toutes les disciplines. Mais nous, on avait envie aussi quand même de s'attarder peut-être un peu plus sur des enjeux qui nous semblaient plus spécifiques au SHS et aussi d'évoquer l'impact que tout ça, ça peut avoir en termes de gestion et d'ouverture des données. Donc, on avait envie de commencer d'abord par un enjeu que nous, on a appelé la culture des SHS, puisqu'il nous semble qu'elle a quand même certaines spécificités. Donc, on voulait d'abord évoquer la question de la quantité de données produites, parce que c'est vrai que nous, dans notre travail sur le portail, par exemple, parfois on travaille avec des climatologues et ça arrive qu'eux, ils produisent vraiment des téraoctets de données. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une pratique qui est peut-être un petit peu moins courante en SHS, même si c'est quand même peut-être de moins en moins vrai, puisqu'il y a quand même de plus en plus de projets en SHS qui produisent beaucoup de données. Et ça, on en parlera un peu plus précisément plus tard. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette histoire de quantité de données, c'est que globalement, parfois, on peut penser que comme on a moins de données, du coup, ça va être moins coûteux en termes de stockage intermédiaire et du coup, avoir tendance à pas forcément se pencher dessus au début, alors qu'en fait, c'est super important d'y penser dès qu'on met en place un projet.
Après, donc, on avait envie d'aborder aussi la question des pratiques de publication, puisque c'est vrai qu'en SHS, on va plutôt avoir tendance à publier des ouvrages ou des chapitres d'ouvrages. Ça ne veut pas dire qu'on ne publie pas des articles dans des revues, mais c'est vrai qu'en sciences, entre guillemets, dures, on va quand même plutôt avoir tendance à publier du coup des articles dans des revues scientifiques. Et ça aura forcément des conséquences sur l'ouverture des données, puisque c'est forcément plus compliqué d'ouvrir des données quand on parle de livres papier, alors que quand c'est des articles scientifiques qui sont publiés en version numérique, c'est un peu plus, c'est moins compliqué, quoi. Et après, donc, il y a aussi la question des embargos qu'on voulait aborder, puisqu'ils sont plus longs en SHS, donc c'est des embargos de 12 mois en SHS, alors qu'en sciences techniques et médecine, les embargos sont seulement de 6 mois. Donc ça aussi, c'est, encore une fois, ça peut être un frein potentiel à l'ouverture des données. Donc, après avoir dit qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient être des freins, on s'est dit qu'on allait quand même vous mettre quelques ressources. Donc, c'est ce que vous trouvez sur la partie droite de la diapositive. Donc, évidemment, on se devait de citer Progedo, les PUD et le réseau des MSH. Et on voulait aussi citer l'INSHS, donc l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. En fait, on s'est dit que c'était bien de les citer parce que dans ces 4 cas, ce sont des interlocuteurs et des interlocutrices qui tentent justement de susciter des réflexions et des échanges autour des données en SHS, donc que ça avait sa place dans cette partie-là. Ensuite, donc, le deuxième enjeu qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'est la question des méthodologies d'enquête en SHS, puisqu'il nous semble que forcément les méthodologies d'enquête vont également avoir un impact sur la manière dont les chercheurs et chercheuses vont ouvrir et gérer leurs données. Donc, on voulait quand même vous dire que forcément, vous le savez, j'imagine, les sources et les méthodes peuvent être assez variées en SHS tout de même, en fonction des disciplines, en fonction des champs de recherche, en fonction des sujets, etc. Donc, il y a différents types de sources qui peuvent être utilisées. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais voilà, ça peut être des sources textuelles, des images, des vidéos, des audios, ou également des données qu'on peut réutiliser, des données existantes, donc notamment des données qu'on aurait pu trouver sur des portails comme par exemple Ketley Progedo Diffusion. À tout hasard. Voilà. Mais voilà, donc, ça peut aussi être des données qu'on trouve sur Nakala, voilà, donc sur des portails, on va dire plutôt SHS. Donc c'est pour ça qu'on vous a cité plusieurs noms de portails, mais on parlera un peu plus des portails plus tard. Après, donc, sur la question des méthodes, c'est pareil, on peut aussi utiliser différents types de méthodes. Donc, on peut procéder par entretien, par observation, on peut faire de l'analyse de statistiques, de la collecte de données web, des questionnaires, etc. etc. Et aussi, on voulait également citer d'autres méthodes qui se sont développées un peu plus récemment, notamment, on pense aux humanités numériques. Donc, ça peut être, par exemple, le travail avec des API, on peut aussi créer des bases de données, on peut aussi faire de la data visualisation. Enfin, voilà, il y a plein de méthodes, on va dire, un peu plus récentes. Mais en tout cas, ce qu'on voulait nous souligner, c'est qu'en fonction des sources et des méthodes que vous allez utiliser, vous n'allez pas produire les mêmes données, vous n'allez pas produire les données en même quantité et pas non plus dans les mêmes formats. Et ça aussi, c'est des choses dont il faut tenir compte au moment où vous allez réfléchir à la gestion et à l'ouverture de vos données. Donc là encore, on voulait vous citer différentes ressources vers lesquelles vous pouvez vous tourner si vous avez envie d'échanger ou des questions, etc. Donc on vous a remis évidemment Progedo et les PUD, puisque voilà, comme notre collègue l'a dit tout à l'heure, voilà, vous pouvez trouver auprès d'eux de l'aide sur l'utilisation de données quantitatives, notamment statistiques, dans les enquêtes SHS. Donc il y a aussi Humanum qui peut vous aider, puisqu'ils peuvent vous proposer différents services, et notamment des outils de stockage intermédiaires, des logiciels d'analyse de données, etc. Et on voulait également citer un réseau du CNRS que moi, personnellement, j'ai découvert en préparant cette présentation. Donc, c'est un réseau qui s'appelle Maté SHS et qui réunit différents acteurs qui s'intéressent aux données et au corpus en SHS. Et on vous a également cité Nakala, donc, qui est, on va dire, le portail de référence disciplinaire pour les SHS. Et il provise également des ressources que vous pouvez aussi aller voir. Enfin, donc, le troisième... Question. Ah. C'est juste pour Maté SHS, comme j'en fais partie, faire la promo aussi. C'est vraiment ouvert au départ, c'est des ingénieurs de BAPD et du CNRS qui ont créé le réseau. Mais en fait, il suffit de s'inscrire sur la liste Maté SHS et vous avez accès à toutes les infos. Super, merci. Et donc oui, donc j'allais passer au troisième enjeu, merci. Donc le troisième enjeu qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est le fait qu'en SHS, on produit la plupart du temps des recherches sur des personnes.
Alors, ça ne veut pas dire qu'en sciences dures, entre guillemets, on ne le fait pas, mais c'est vrai qu'en SHS, c'est quand même à peu près systématique. Et du coup, comme on travaille sur des personnes, c'est important quand même de se dire que on est amené à possiblement rendre visibles dans nos travaux des données qui peuvent être à caractère personnel, voire carrément des données sensibles. Et du coup, c'est important de penser à protéger ces personnes, donc à la fois pour respecter la loi, et là, évidemment, on pense au RGPD, mais aussi pour tenir compte de l'aspect éthique de tout ça. Et du coup, ma collègue Rachel vous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure de ces questions. Mais on voulait quand même, nous, mettre un petit point de vigilance sur la question des données qu'on collecte sur le web en SHS. Donc là, je pense par exemple à si on fait des travaux en analysant des sites internet, par exemple, si on récupère des choses qui sont dites sur des forums ou sur les réseaux sociaux, etc. Là, il faut se dire que c'est pas parce que ce sont des informations qui sont publiquement accessibles, puisqu'elles sont trouvables sur Internet, qu'il n'y a pas du tout d'enjeu éthique et qu'il n'y a pas du tout de règles à respecter. Donc nous, on est allé voir du côté de la CNIL ce qui était dit, et donc on a trouvé qu'il fallait vraiment éviter de collecter des données personnelles qui sont accessibles publiquement sur Internet sans informer les personnes, voilà, qu'il y avait aussi des droits, enfin que ces personnes avaient aussi des droits à respecter. Et en fait, le problème, c'est surtout que si elles sont identifiables au moment où on diffuse ces données, il faut vraiment donc les prévenir, leur dire pourquoi on fait cette recherche, pourquoi on a besoin de leurs données, comment on va les utiliser, etc. Et respecter donc un certain nombre de droits que ces personnes ont. Et voilà, si on les diffuse, ces données, et qu'on n'a pas l'accord des personnes, c'est important vraiment de penser à tout ce qui est anonymisation, etc. etc. Donc pour vous aider là-dessus, on vous a également cité 2 ressources. Donc ce sont des liens vers le site de la CNIL qui expliquent tout ça. Et j'en ai discuté avec le délégué à la protection des données de l'UB parce que je ne voulais pas dire de bêtises. Et il m'a aussi donné une astuce qui peut être intéressante, donc je voulais vous la partager aussi. Il nous a dit que ça pouvait être bien de regarder parfois les conditions générales d'utilisation des sites web pour savoir si la réutilisation des données était possible sur les sites sur lesquels vous récupérez les données. Voilà, j'en ai terminé. Je vais passer la parole à ma collègue Rachel. Oui, maintenant, on va s'intéresser un petit peu au cycle de vie des données et voir comment, justement, on peut appliquer les principes FAIR qu'on a évoqués tout à l'heure à chaque étape du cycle de vie. Donc, on vous a mis cette représentation en 6 étapes. Vous en trouverez peut-être d'autres sur Internet, un peu différentes. Bon, c'est pas grave. Et puis aussi vous dire que ça se passe pas toujours dans cet ordre-là. Parfois, on saute des étapes, parfois on revient en arrière. Mais bon, peu importe. L'idée, c'était d'avoir un fil conducteur pour parler des principes FAIR. Et avant de commencer, je vous dis aussi qu'on va vous donner plein de bonnes pratiques, plein de conseils. Et bon, voilà, on a bien conscience aussi qu'on n'est pas toujours en capacité de tout appliquer et de tout faire. Hein, donc, une question ? Oui. Je peux ? Oui. Justement, je trouve votre présentation très bien illustrée. Je voulais savoir si vous avez prévu de la partager ou pas. Je pense que oui. Oui, donc je pense que Marie a prévu quelque chose. En tout cas, on la donnera à Marie. Après, si vous êtes d'accord, c'est ça. Oui, si oui, il n'y a pas de souci. D'accord. On travaille dans l'ouverture. Du coup, si on vous dit non, on ne veut pas partager avec vous, vous n'allez plus nous écouter, je pense. Je vous remercie. Oui, on vous la partagera sans souci. Donc, je ne sais plus où j'en suis. La première étape, c'est la planification de la recherche. Voilà, tout début du cycle de vie. Et pour planifier la recherche, évidemment, on va parler plan de gestion de données, PGD. Ça s'appelle aussi Data Management Plan, DMP en anglais. Donc, ça a déjà été évoqué un peu à droite, à gauche dans la présentation précédente et puis par mes collègues. Donc, c'est vraiment le DMP, un document formalisé qui arrive au début du projet et qui va permettre de réfléchir à toute la gestion des données du projet et d'anticiper les difficultés éventuelles qu'on peut rencontrer ou d'anticiper les coûts qui vont être engendrés par la gestion de ces données. On parlait d'anonymisation ou de pérennisation des données avec les services du CINES, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent coûter de l'argent. Enfin, pour le CINES, c'est sûr, ça coûte de l'argent. Donc, c'est bien de l'anticiper avant et pas de se dire, une fois qu'on a des téraoctets de données à pérenniser, j'ai pas l'argent pour le faire, quoi. Donc, c'est un outil de réflexion collective, ça se travaille vraiment en équipe et ça permet d'anticiper. Alors, en plus d'être un document qui nous semble vraiment très important pour planifier la recherche, c'est effectivement une exigence de tous les financeurs de la recherche publique maintenant. Alors là, vous voyez ANR et Horizon Europe parce que c'est les principaux financeurs, mais tous les financeurs français, Institut national du cancer, ADM, ANRS, etc., tous et toutes, ils exigent le DMP. Et puis même, comme l'a dit ma collègue Maëlys, il y a un décret sur l'intégrité scientifique qui est paru l'année dernière et qui dit que tous les projets de recherche doivent faire l'objet d'un plan de gestion de données. Donc voilà, c'est vraiment un document
important. Et donc, j'en profite pour vous dire que vous n'êtes pas seul face à ce PGD. Notre atelier de la donnée Data UBFC vous fournit un accompagnement à la rédaction du DMP si vous en avez besoin, un accompagnement à la réflexion sur la gestion de vos données de recherche dans votre équipe ou dans vos laboratoires. Et on propose aussi une formation à l'outil DMP Opidor, qui est un outil de rédaction de DMP, qui est l'outil recommandé par le ministère. Et cette formation, on la propose à l'école doctorale, mais aussi à la formation continue. Et les personnels de l'UB y ont accès. Alors pareil, à la fin de la présentation, vous retrouverez toutes les infos utiles sur nos formations. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. La deuxième étape du cycle de vie, c'est la collecte des données. Et là, vous voyez, on vous a mis 3 aspects à prendre en compte. La documentation des données. Alors là, franchement, on marche sur du velours parce que la collègue de Progetto nous a déjà vraiment facilité la tâche. On va enfoncer le clou. Donc la documentation des données, le stockage intermédiaire et puis la prise en compte des aspects éthiques et juridiques par rapport à ces deux questions. Donc la documentation des données, c'est vraiment ultra important. Je ne vais pas redire ce que la collègue a dit, mais vraiment, ça va préparer le partage, la réutilisation des données. Ça évite une certaine forme de perte des données, puisque ça paraît en fait évident au démarrage du projet, qui a contribué à créer les données, quel protocole on a utilisé, quel outil de mesure, etc. Mais quand on est sur un projet qui dure 18 mois, 30 mois, ou alors quand on y revient plusieurs années plus tard à ces données, si on ne les a pas documentées, on ne sait plus ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, clairement, on a perdu la maîtrise du contenu. Et alors, je vous parle même pas de réutilisation. Si le producteur de données lui-même ne sait plus ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas possible pour d'autres de les réutiliser. Et on a entendu là dans les quelques interventions que vous êtes plusieurs déjà dans la salle à vouloir réutiliser des données. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un enjeu très 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 important. Le stockage intermédiaire, il intervient aussi dès le début du projet. Il faut vraiment y penser tout de suite. Parce que donc, le stockage intermédiaire, c'est le stockage des données chaudes, c'est-à-dire des données sur lesquelles on travaille. On n'est pas du tout sur des données définitives. Et ça peut tout de suite poser des problèmes dans le sens où les équipes de recherche sont souvent pas limitées à un laboratoire. On peut travailler avec des gens de différents établissements, voire de différents pays. Donc, accéder à des serveurs sur lesquels on peut partager des données, ça peut vite devenir compliqué. Donc, il faut vraiment y penser dès le départ. Et organiser ce stockage, c'est aussi sécuriser l'accès aux données. Alors, sécuriser d'un point de vue sauvegarde, c'est-à-dire adopter tout de suite des stratégies de copie, de sauvegarde. Et puis aussi sécuriser les accès non autorisés ou malveillants. Et ça, c'est très important, justement, dans le cas où on gère des données à caractère personnel ou des données sensibles. Donc, ça fait le lien avec le 3e élément, qui est la prise en compte des aspects juridiques et éthiques. Donc effectivement, quand on travaille avec des données à caractère personnel, on est obligé d'avoir une gestion particulière des données et d'appliquer vraiment des précautions importantes et déjà à l'étape du stockage. Alors, un petit rappel sur la définition des données personnelles. Ce sont donc les données qui permettent d'identifier une personne directement ou indirectement. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement un nom ou un prénom. Une adresse IP ou un numéro de carte bancaire, c'est considéré comme une donnée personnelle. Et à l'intérieur des données personnelles, on a des données dites sensibles qui font, elles, l'objet encore de précautions supplémentaires. Ce sont les données de santé, les données relatives à une condamnation judiciaire, à des opinions politiques ou syndicales, à l'orientation sexuelle, à l'appartenance à un groupe ethnique. Où là, vraiment, je ne rentre pas dans le détail, mais on est dans vraiment des procédures particulières. On sait qu'il y a des procédures particulières de toute façon pour accéder à ces données. La collègue a parlé du CASD, par exemple. Et puis, je vous dis juste qu'il existe un guide spécifique qui est édité par le CNRS pour les SHS. Et c'est un guide, justement, qui s'appelle « Les sciences humaines et sociales et la protection des données à caractère personnel dans le contexte de la science ouverte ». Voilà, guide dans lequel vous trouverez pas mal d'infos. Maëlys va continuer sur le cycle. Oui. Alors moi, je vais vous parler donc de la 3e étape du cycle de vie des données, qui est le traitement et l'analyse des données. Et alors, il faut savoir que cette étape peut beaucoup varier en fonction des disciplines, donc je ne vais pas vous donner des conseils qui sont révolutionnaires, mais je peux vous donner donc quelques bonnes pratiques transdisciplinaires. Alors peut-être que certaines pratiques vont vous sembler évidentes, mais c'est vrai que parfois, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Donc, le premier conseil qu'on peut vous donner, en fait, c'est de définir donc une règle de nommage pour vos fichiers. Donc, ce serait bien donc, de définir cette règle de nommage avec les membres du projet.
On vous a mis quelques conseils de bonnes pratiques. Je ne vais pas vous les détailler. Mais il faut savoir que le bon nommage donc, facilite la réutilisation parce que c'est vrai que souvent les projets de recherche, il y a beaucoup de collaborateurs. Donc ça permet d'identifier directement en fait, les fichiers et c'est plus facile aussi après pour la réutilisation. Après, la deuxième recommandation qu'on peut vous faire, c'est de définir aussi une arborescence de stockage commune à tous les collaborateurs du projet, donc facilitant aussi le travail collectif. Et la dernière recommandation que nous pouvons vous faire, c'est d'utiliser des formats ouverts. On vous en a parlé aussi avec la présentation précédente. Donc l'avantage en fait, d'avoir des fichiers encodés de manière transparente, c'est que ces fichiers sont interopérables et que normalement, après, tous les logiciels sont censés pouvoir venir traiter ces données. C'est aussi un atout pour la conservation pérenne. Quand vous parliez du CSV tout à l'heure, voilà, c'est les formats ouverts sont plus facilement évolutifs, on peut les garder plus longtemps. Oui, voilà, c'est vraiment pas négligeable pour la réutilisation des données et pour la conservation des données à long terme. Donc, on vous a mis une liste de recommandations de Doranum avec les formats ouverts, mais également les formats fermés. Donc, si vous avez accès à la présentation, donc c'est super. Après, c'est vrai que malheureusement, dans la pratique, on sait que l'utilisation de ces formats n'est pas toujours possible parce qu'il existe certaines disciplines où, qui sont amenés à utiliser que des applications qui génèrent des fichiers dans des formats propriétaires. Ouais. Oui, voilà. Donc, en tout cas, on vous a mis ces bonnes recommandations. Et pour conclure, donc, on vous a également mis les différents services proposés donc, par la MSH de Dijon et la MSHE de Besançon sur le traitement et l'analyse de données. Après, je pense que là, vous serez plus apte que moi donc, pour définir ces différents services. En tout cas, on vous a tout mis ici. Après, oui, tu peux. Je change. Oui. Donc après toutes ces étapes, vient enfin l'étape de la publication et du partage des données. Donc il faut savoir que les données elles peuvent être partagées donc, soit à travers des portails de référencement qui permettent la description des données. Donc on peut citer aussi notamment notre portail, donc Data UBSC. Mais également, elles peuvent être déposées sur des entrepôts de confiance. Donc, de confiance, ça signifie qu'ils garantissent un accès fiable et pérenne à leurs ressources, pas forcément fiable, mais un accès de leurs ressources digitales de manière pérenne, telles que par exemple Natcala pour les données en sens du média social, mais également, on peut aussi citer l'entrepôt Recherche DataGoo qui a été inauguré en juillet dernier, donc c'est l'entrepôt national. Donc, dans les deux cas, en fait, les données seront documentées à l'aide de métadonnées. Et ce qui est très important, on l'a dit précédemment, car il facilite la réutilisation des données en les rendant plus compréhensibles pour le réutilisateur. Et elles permettent notamment donc, de donner plus de visibilité aux données, car ces métadonnées, si elles sont interopérables, elles vont être moissonnées par d'autres portail, et c'est le cas donc, pour les exemples que je vous ai donnés. Donc, pour le dépôt et le partage, nous vous recommandons également l'utilisation d'identifiants pérennes donc, pour faciliter le partage et la réutilisation à long terme. Donc, il existe deux types d'identifiants. Donc, les identifiants objets, mais pour vos productions scientifiques, mais également les identifiants donc contributeurs. Donc ça, c'est tout ce qui est auteur et institution. Donc ces identifiants permettent l'identification fiable d'un auteur ou d'une institution et favorisent donc, notamment la citation des données. Donc pour vous donner quelques exemples,
On peut citer le DOI qui est un identifiant, qui est l'identifiant objet le plus utilisé et qui permet de pointer donc, de façon unique et pérenne vers des objets numériques. À noter aussi que le DOI, donc, pour les données, peut être exigé par certains financeurs. Et il peut être attribué donc, lors du dépôt dans un entrepôt ou également lors de la description des données dans un portail, comme c'est le cas pour notre portail donc, Data UBFC. Et le DOI donc, peut être associé à un identifiant personne comme l'ORCID ou l'IRF ou un identifiant structure, ce qui permet une meilleure donc, visibilité des travaux de recherche pour les chercheurs au sein d'un établissement. Et pour conclure donc, cette slide, donc, afin de favoriser donc, la réutilisation de données, donc, il est recommandé donc, de leur attribuer des licences et qui sont utilisées donc, au plus grand nombre par la communauté donc, de recherche. Et parmi les différentes licences que nous pouvons vous recommander, donc, on retrouve les licences Creative Commons qui ont été créées pour la diffusion donc, de contenu numérique et qui permettent aux auteurs d'indiquer facilement les droits les droits que souhaitent conserver ou renoncer les auteurs sur les données. Et en plus donc, de cette licence, on retrouve également donc, la licence ouverte créée par Etalab pour la diffusion des données publiques françaises. Donc cette licence, elle permet la réutilisation, la reproduction, la modification, la redistribution des données et leur exploitation à titre commercial sous réserve de mentionner à minima le nom du producteur ou la date de dernière mise à jour des données. Et elle est également compatible donc, avec les licences Creative Commons mentionnées précédemment. Donc voilà. Et je voulais maintenant je vais laisser la parole à Léna donc, pour prendre la suite. Ça fait 40 minutes, est-ce que je peux... Est-ce que ça va, tu vas pas nous... De toute façon, c'est la dernière, on va dire, c'est la dernière présentation, donc je ne fais pas, non. Ok, bon, interrompez-nous si... Oui, voilà, je laisse terminer, je ne mets pas de pression. D'accord. Ok, donc moi je vais aborder la question de la conservation des données. Donc on en a déjà un petit peu parlé, mais ma collègue Rachel en a parlé notamment. Mais voilà, on voulait quand même redire que c'était vraiment important de bien différencier les données intermédiaires et les données finalisées. Donc, pour parler d'abord des données intermédiaires, donc c'est celles dont tu as principalement parlé, Rachel, tout à l'heure. Donc, c'est celles qui sont produites au cours du projet. C'est celles que tu as appelées données chaudes. C'est celles qui sont traitées, analysées pendant toute la durée du projet, donc qui sont amenées à bouger, qui ne sont donc pas figées, dans le sens où vous allez pouvoir produire plusieurs versions d'un même document. Il y a également peut-être des collègues à vous qui vont mettre des commentaires sur ce que vous avez écrit, etc. Donc, c'est des choses qui vont être modifiées. Et du coup, ce sont ces données-là qui vont être concernées par les solutions de stockage intermédiaire dont ma collègue Rachel vous a parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir surtout sur ces données, c'est que, ce qu'il faut retenir aussi sur ces données, c'est qu'elles ne sont a priori pas susceptibles d'être conservées de manière pérenne. Par contre, la deuxième catégorie de données dont on voulait parler, c'est les données finalisées. Et celles-ci, ce sont les données dont on dispose une fois qu'on a terminé de travailler dessus, et donc elles ne seront plus modifiées. Et ce sont aussi celles qui peuvent faire l'objet d'une publication. Donc, a priori, c'est celles-ci qui sont susceptibles d'être conservées de manière pérenne. Mais après, ça n'a pas forcément d'intérêt de vouloir conserver toutes les données finalisées que vous avez produites. Et c'est pour ça que ça peut être important de faire un travail de tri. Donc, pour vous aider à faire ce travail de tri, sur cette diapositive, on vous a mis un lien vers la checklist du NERC, donc, qui liste différents critères qui peuvent vous aider à identifier les données à conserver sur du long terme. Donc, il y a tout un tas de critères qu'on ne va pas citer ici parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle. Mais et voilà, en tout cas, il y a plein de critères qui sont intéressants à aller voir. Après, donc, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, la conservation pérenne, c'est un processus qui est complexe et coûteux. Voilà, on l'a dit, pour garantir la lisibilité à long terme, il faut pouvoir faire de la veille sur les formats, il faut pouvoir faire des migrations de formats, etc., etc. Et du coup, encore une fois, comme on l'a dit, il y a peu d'acteurs qui peuvent le garantir ça. Et du coup, l'acteur qui peut le garantir en France pour l'enseignement supérieur et la recherche, donc c'est le CNES. Et comme ça coûte de l'argent, il faut pouvoir anticiper ces coûts. Donc de l'autre côté, on voulait quand même dire qu'à Data UBFC, on a un projet de stockage des données de recherche.
qui serait dédié à la communauté UBFC. Mais voilà, ce sera plutôt uniquement pour des données qui seront finalisées, donc ce ne sera pas du stockage intermédiaire. Par contre, nous, on ne pourra pas garantir la lisibilité sur 20 ans ou 30 ans, a priori, comme le CINES. Ensuite, on va passer à la dernière étape du cycle de vie des données. Donc, c'est le moment où vos données, elles vont pouvoir être à leur tour réutilisées par d'autres. Mais par contre, ça va être possible uniquement si vos données, elles sont trouvables et si elles sont accessibles. Et ça va dépendre pas mal de l'endroit où vous les avez déposées. Donc, par exemple, si vous les avez déposées sur notre portail Data UBFC, sur Nacala ou sur un autre portail, donc vos données, elles vont pouvoir être trouvables via le moteur de recherche de ces portails. Mais elles vont aussi pouvoir être trouvables sur d'autres plateformes, comme par exemple Isidore en SHS, qui moissonne notre portail, qui moissonne aussi Nacala. Donc tout ça va permettre à votre travail d'être diffusé et aussi d'être cité dans la communauté scientifique. Et a priori, que son travail soit diffusé et réutilisé, c'est quand même en partie pour ça, a priori, qu'on fait de la recherche. Par contre, c'est quand même important d'avoir choisi la bonne licence au moment où on a publié ces données, puisque si vous n'avez pas choisi une licence ouverte, les autres personnes ne pourront pas les réutiliser. Également, on voulait terminer en disant qu'il ne faut pas oublier, si vous-même vous avez utilisé des données produites par d'autres, de bien créditer les chercheurs et chercheuses d'une citation. Donc pour ça, on vous a également mis une ressource qui peut vous aider. Donc évidemment, s'il y a une fonctionnalité de citation qui est intégrée au portail sur lequel vous avez trouvé les données, vous pouvez la reprendre. Par exemple, nous, sur Data UBFC, quand vous avez une fiche de métadonnées, à droite, il y a un petit encart avec un modèle de citation que vous pouvez reprendre. Mais sinon, il existe un outil qui s'appelle DOI Citation Formatter que vous pouvez utiliser si ce sont des données qui ont un DOI. Je vais aller très vite sur Recherche DataGouv, mais il faut quand même qu'on en parle parce qu'on fait partie de l'écosystème Recherche DataGouv. Je vous en ai dit 2 mots tout à l'heure. C'est un grand projet national qui a été lancé en 2022. Et c'est en fait un écosystème pour les données de la recherche en France et une plateforme nationale fédérée pour les données de la recherche qui est organisée avec différentes composantes. Donc, une composante technique dans laquelle, pour l'instant, seul l'entrepôt est en production. Donc, c'est un entrepôt national dans lequel vous pourrez déposer vos données de recherche. Alors, c'est basé sur une solution Dataverse, pour ceux qui connaissent. Bien sûr, ça reste une solution. Vous pouvez déposer vos données là si vous ne les avez pas par ailleurs déposées dans un entrepôt disciplinaire de confiance, par exemple en SHS. On vous conseillera toujours de déposer plutôt sur Nacala que sur Recherche DataGouv, puisque c'est un entrepôt disciplinaire qui vous apportera des services spécifiques. Mais dans le cas où vous n'avez pas pu les déposer dans un entrepôt de confiance, l'entrepôt national Recherche DataGouv pourra accueillir vos données, les données finalisées. À noter que c'est une solution souveraine, hébergée dans un data center en France. Donc, on garde la souveraineté sur les données ne partent pas à l'étranger, comme c'est le cas quand on les dépose sur Dryad, Mendeley Data ou que sais-je. Là, les données restent en France. Et Léna, ma collègue, vous a dit que nous, à Data UBFC, on est en train de développer notre solution de stockage pour les données finalisées. Notre solution va être 100% interopérable avec l'entrepôt Recherche DataGouv. Donc, quand vous déposerez chez nous, ce sera automatiquement déposé sur Recherche DataGouv. Je ne vous parle pas trop du catalogue parce que pour l'instant, il n'est pas encore en fonctionnement et puis qu'on n'a pas vraiment le temps. La deuxième composante de cet écosystème, c'est l'accompagnement. Alors, même chose, il y a différents modules d'accompagnement qui sont prévus dans Recherche DataGouv. Mais je vais vous parler des ateliers de la donnée parce que c'est vraiment votre accompagnement en proximité et que nous sommes, Data UBFC, labellisés ateliers de la donnée par le ministère. On fait partie des 5 services qui ont été labellisés en France lors de la première vague en juillet 2022. Donc, on est là pour vous fournir un service de proximité sur la gestion de vos données de recherche, l'ouverture, la rédaction du DMP, etc. Et dans notre atelier de la donnée Data UBFC, on a associé les MSH, bien sûr, qui fournissent aussi des services et des accompagnements. On a associé aussi les collègues des SCD qui font de l'accompagnement ici. Voilà. Mais disons qu'on a une sorte de guichet unique, en fait. Donc, j'ai terminé là-dessus. Et justement, Maïs va vous donner un petit peu plus d'infos sur notre atelier de la donnée. Oui, bon, je vais le faire très rapidement, du coup. Mais en tant qu'atelier de la donnée, donc, nous proposons différents services à l'égard des doctorants, des chercheurs, des personnels d'appui à la recherche, donc des établissements du BFC. Le premier service que nous proposons, nous en avons parlé tout au long de la présentation, donc c'est notre portail d'exposition pour vos données. Donc ce portail permet de consulter ou de créer des fiches de description de données.
Deuxième service que nous proposons, donc, ce sont des actions de formation. Donc, nous proposons trois formations. Après, Rachel, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais une première formation, donc Godor, d'introduction à la gestion et à l'ouverture des données de la recherche. Une formation pour vous aider à la rédaction donc, des plans de gestion de données. Et une dernière formation donc, sur les bases de données relationnelles. Et si vous êtes intéressé, donc de toute façon, on vous a remis toutes les modalités de formation, toutes les informations à la fin de la présentation. Après, comme troisième service, nous proposons donc, des actions de sensibilisation. Donc, parfois, ça peut être sur des événements thématiques, comme par hasard. Comme aujourd'hui. Voilà, comme aujourd'hui, comme pour le printemps de la donnée. Mais aussi, nous pouvons intervenir parfois au sein de laboratoires sur demande. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, comme quatrième service, donc, en plus des formations, nous proposons donc, des accompagnements donc, individuels à la description des données sur notre portail, mais aussi à la rédaction et à la lecture donc, de plans de gestion de données. Et aussi, si vous avez besoin d'aide pour tout ce qui est réflexion autour de la gestion de données au sein de votre laboratoire. Et aussi, on accompagne donc, les porteurs et porteuses de projets sur tout le volet données de la recherche pour les projets ANR et Europe. Et aussi, nous faisons pas mal de diffusion donc, de l'information à travers donc, nos différents canaux de communication, donc, entre autres notre site web et aussi notre compte Twitter, DataUBFC. Et voilà. Et sinon, parmi les services à venir, donc en ce moment, nous sommes en train de développer un réseau d'experts parce que c'est vrai que nous sommes transdisciplinaires et on aimerait bien avoir donc des personnes ressources thématiques pour pouvoir aider à répondre à des questions plus spécifiques. Donc voilà. Et en plus de ça, donc nous sommes en train de développer une solution donc, de service de stockage, mais on en a déjà parlé précédemment. Et ce service de stockage serait directement donc, lié à l'entrepôt, donc recherche DataGouv, et serait interopérable avec celui-ci. Donc si vous êtes intéressé aussi par ces différents services, on vous a remis à la fin toutes les informations. Voilà. Ouais. Donc, je vous la mets, cette fameuse slide. Ouais, donc je ne vais pas tout redire, mais voilà, on voulait vous remercier pour votre écoute. Donc, comme disait ma collègue, on vous a tout remis sur cette slide. Je pense que ce qu'il faut surtout dire, c'est notre adresse mail qui est en haut à gauche. Si jamais vous avez des questions, si vous êtes intéressé par nos formations, ou si vous avez envie d'avoir plus de précisions sur certains points qu'on a évoqués et qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer après sur la partie questions. Donc voilà, on a remis le compte Twitter, les liens de notre site web et de notre portail. Et puis on vous a remis surtout à droite les trois formations qu'on va donner en 2023. Donc les trois formations que ma collègue Maëlys a citées, donc je ne vais peut-être pas les répéter. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle. Merci beaucoup. Et puis voilà, si vous avez des questions à nous poser, on est là. Merci. J'ai des petites plaquettes. Je vous donne les plaquettes. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présence? C'est vrai qu'on a eu quelques petites interruptions, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation sur les bonnes pratiques, la gestion et l'ouverture des données? Je crois qu'on a assommé tout le monde. Ou alors c'était tellement clair. Ou alors c'était ultra clair, c'est gentil. Marie, merci. Moi, j'ai deux questions après, s'il n'y a pas de questions. Ah, d'accord. Alors, moi, je voulais comprendre par rapport à, déjà à l'accompagnement que vous apportez pour la rédaction du plan de gestion de données. Est-ce que c'est, quand je parle de données, est-ce que c'est tout type de données? Donc, quand je dis tout type, on va catégoriser données quanti et données quali. Est-ce que vous faites
peu importe Oui. le type de données, vous aidez les chercheurs et autres Oui, alors nous, c'est ce qu'on disait, on est vraiment un service généraliste parce que historiquement, ça s'est développé à l'OSUTETA, l'Observatoire des sciences de l'univers, Terre, Homme, Environnement, Temps, Astronomie, où en fait il y a déjà, c'est très multidisciplinaire. Du coup, ça s'est construit comme ça, de façon un peu généraliste. Donc nous, on accompagne tout type de plan de gestion de données. Maintenant, c'est sûr que si il y a des demandes spécifiques auxquelles on ne peut pas répondre, on va se tourner vers vous, peut-être, dans la mesure où, en plus, vous faites partie de notre atelier de la donnée. Nous, on fournit un accompagnement de premier niveau. C'est vraiment la vocation des ateliers de la donnée. Et puis, après, on peut, comme ça, diriger vers des gens qui pourront répondre à des demandes plus pointues. Mais c'est vrai que pour les DMP, là, en fait, on accompagne surtout des DMP version initiale. Alors, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais parce qu'en fait, le DMP, les financeurs exigent un DMP 6 mois après le démarrage du projet, mais en fait, ils exigent aussi un DMP à la fin du projet. C'est un document qui est évolutif. Pour l'instant, on accompagne quasiment que des DMP version initiale, et c'est vrai que la version initiale du DMP, elle est pas très développée parce que le chercheur n'a pas été forcément confronté à tous les problèmes qui peuvent survenir par la suite. Donc, pour l'instant, l'accompagnement généraliste fonctionne, surtout dans la mesure où on redirige vers les personnes qualifiées quand il y a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre, quoi. Ouais, 12 projets qu'on a aussi de réseau d'experts, en fait, parce qu'on sait très bien qu'il y a des questions un peu précises sur lesquelles on n'aura pas forcément la réponse. Donc, on se dit, si on a identifié d'abord les différentes personnes qui sont plus compétentes sur tel et tel sujet, ce sera utile à ce moment-là, quoi. Ouais, l'idée, c'est d'être un guichet unique. On est un espèce d'entonnoir et après, on dispatche, on va cartographier un peu tous les services. Est-ce que vous êtes... c'est vrai qu'il y a un délégué à la protection de données. Est-ce que vous interagissez avec... est-ce que vous interagissez avec le délégué, le DPO, on va dire plus? Oui, alors on est rentré en contact avec le DPO de l'UB déjà, donc on a commencé un peu à discuter avec lui. Après, pour l'instant, on n'a pas vraiment mis en place de choses avec lui, mais je pense que c'est des choses qu'on va mettre en place dans le futur. Je sais qu'il y a aussi une DPO à l'UFC et une DPO à UBFC, donc on s'était dit que peut-être ça vaudrait le coup aussi de faire des choses tous et toutes ensemble. Mais oui, a priori, c'est dans les projets qu'on a pour 2023, on va dire. Oui. Oui, il y a des questions, tout ce qui est anonymisation des données, on est vraiment sur des questions de spécialistes. Oui, d'ailleurs, tu vois, je disais tout à l'heure, je lui ai posé une question en préparant ma présentation, parce que je n'étais pas très sûre sur un point de RGPD, et je me suis appuyée sur ce qui m'a répondu aussi pour construire cette slide. Donc oui, nous aussi, on s'était dit que c'était important d'être en lien avec les DPO, quoi, c'est clair. D'accord. Bon, je vais en profiter pour introduire juste quelque chose, peut-être parce que le DPO va mettre en place, ou il est en train de mettre en place un logiciel dédié à la protection de la donnée pour que les projets menés au sein de l'UB soient en conformité avec les règles de RGPD. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est en cours, et je pense que ce sera, d'après ce qu'il m'a dit, ce sera opérationnel en 2023. Donc, ce sera aussi un outil pour nous, puisqu'on travaille, on fait plus ou moins les mêmes choses. Donc, ce sera un outil aussi pour nous pour renforcer l'accompagnement au niveau du RGPD. Oui, sachant que on n'est pas juriste. Enfin, nous, on sait des choses, mais on n'est pas juriste. Donc, parfois, les gens nous posent des questions. On ne peut pas répondre. Clairement, il faut rester dans son domaine de compétences. Donc, c'est vraiment important d'avoir des personnes ressources ou alors cette application-là. Je pense que ça va être très utile. Ouais. En plus, l'ouverture des données de la recherche, c'est un secteur, vous l'avez vu un peu avec la frise, les choses bougent très vite, c'est en train de se structurer, donc ça bouge beaucoup, donc on peut pas tout savoir. Mais c'est vrai, parce que de toute façon, je pense que avec le travail qu'on fait, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. C'est pour ça aussi que c'est important de connaître les ressources, on va dire, qui sont au sein de nos différentes universités pour mieux orienter, même si nous ne sommes pas en mesure d'apporter une réponse directe, de pouvoir orienter aussi ceux qui nous contactent vers des personnes, on va dire, plus compétentes dans ces questions. Tout à fait. C'est exactement ça. Bon, moi, à part ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que quelqu'un a des questions ou voilà?
ou pas? Silence. Silence. Donc, silence, ça veut dire, je pense qu'il y a Ça veut pas... dire que c'était hyper clair. Voilà, c'est ça. Moi, c'était clair. Donc, Merci beaucoup en tout cas merci de à nous vous avoir d'être invités. venus pour cet échange. Et sur ce, je dis merci à tous ceux qui sont venus à cette 4e édition de Data SHS, parce que là, c'est la 4e édition. Et voilà, je remercie tout le monde d'être venu. Et sur ce, la journée est terminée, je dirais comme ça, la journée Data SHS. Après, n'empêche que même quand le micro sera off, les gens peuvent poser des questions ou échanger. Donc, merci à vous encore. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ça peut dire.